Alors bonjour à tous, Jean-Robin journaliste, nouvelle vidéo spéciale, donc réservée temporairement aux souscripteurs. Je pense que je vais la laisser une semaine pour les souscripteurs avant de la mettre en public, puisque c'est sur une question d'actualité. Je vais analyser pour vous un chapitre du livre d'Éric Zemmour sur ce qu'il a intitulé La retraite de Russie. Et donc on va parler de politique internationale et ce journaliste devenu homme politique dans les conditions qu'on sait, d'abord promu par les médias, et puis, comme les médias lâchent et finissent par lyncher, souvent, eh bien, il a été le bouc émissaire, surtout suite à cette affaire d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, c'est intéressant de voir les leçons qu'il tire, d'autant que Daniel Conversano vient de faire une vidéo sur l'analyse générale du livre. Lui, il a été impliqué dans la campagne, il a soutenu Zemmour à fond, et il a été très déçu évidemment du résultat. Et là, je vous renvoie à sa vidéo pour découvrir, qui est publique, je crois, pour découvrir ce qu'il a pensé du livre. Et ma vidéo est très complémentaire à la sienne, puisqu'il s'attarde très peu sur l'aspect politique international, même s'il en parle un peu. Mais moi, je vais parler que de ça, parce que j'estime que la politique internationale détermine la politique nationale, et que Zemmour, quel que soit son discours par ailleurs en politique nationale, qui peut être intéressant sous certains aspects, est catastrophique d'un point de vue international, puisqu'il est pro-sino-russe, et qu'il n'a pas du tout tiré les leçons de son échec de ce point de vue, comme on va le voir. Alors, on va commencer, donc je vais fonctionner assez simplement, donc je vais vous lire les extraits que j'ai sélectionnés de lui, et puis je vais les commenter, tout simplement. Donc, la retraite de Russie, il a écrit ça le 23 février 2022, donc très récemment, exactement un an après le début. Ah non, voilà, non, pas, je raconte. Donc le 23 février 2022, c'est la veille, donc il note les jours où il écrit ça. Alors je ne sais pas s'il n'a pas écrit le même jour, mais alors je sais, on ne sait pas quand est-ce qu'il l'a écrit, mais il parle de près d'un an après l'attaque dans son chapitre, donc voilà, c'est pour ça que je me suis un peu foutu dedans, mais là, il parle de ce qui s'est passé la veille donc de l'attaque, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc son chapitre s'intitule La retraite de Russie. En premier extrait, à l'unisson des patrons des instituts, Damien Philippot, qui avait passé plus de 15 ans à l'IFOP, m'exposait non sans fierté que mon électorat était composé d'autant de vieux que de jeunes, d'urbains que de ruraux, et même d'autant d'ouvriers et d'employés que de commerçants indépendants et cadres plus diplômés. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que Zemmour est fier de citer le frère de Florian Philippot dans son livre. Si vous ne le savez pas, Damien Philippot est le frère de Florian Philippot. Et les deux sont inséparables. Damien, c'était même le sous-marin de marine, comme je l'avais surnommé dans un article d'Enquête et Débat, et donc le sous-marin aujourd'hui de Florian dans Reconquête. Alors comme chacun sait, vous devrez le savoir. Parce que donc Paul-Marie Couteau, moi, il m'avait fait rencontrer Marine Le Pen en 2010, je crois, et en même temps que je rencontrais la future leader donc du Rassemblement national, qui s'appelait encore Front National à l'époque, eh bien, j'ai rencontré en même temps Damien Philippot, que je ne connaissais pas. Alors, je connaissais déjà Florian, puisqu'il était au RIF, comme moi, où il en était proche. Enfin, Paul-Marie Couteau me l'avait fait rencontrer déjà. C'est quelqu'un de tout à fait terne et de, voilà, un énarque, donc complètement transparent, un technocrate, bon, que je n'ai pas du tout apprécié. Et là, je découvrais son frère Damien, donc ils sont venus tous les deux au rendez-vous organisé par Paul-Marie Couteau pour rencontrer Marine Le Pen, en ma présence. Donc moi, il savait que j'étais journaliste, donc je pourrais le répéter. Ça s'est pas du tout bien passé avec Marine Le Pen, puisque je lui ai donné quelques conseils qu'elle a balayés d'un revers de main immédiatement, parmi lesquels, au lieu de vous faire traiter d'extrême droite tout le temps, vous devriez renvoyer la sauce en disant que c'est vous qui êtes d'extrême droite parce que vous êtes contre, par exemple, la souveraineté, vous êtes contre la démocratie, c'est ça qui est l'extrême droite, etc. Mais elle a dit je le fais déjà, alors que c'était faux. Donc le courant n'est pas du tout bien passé entre nous, alors que ça a été le grand amour immédiat, le coup de foudre. J'ai assisté au coup de foudre, parce que c'était la première fois que Florian Philippot et Damien Philippot donc rencontraient Marine Le Pen. Et donc le premier allait devenir son bras droit, comme on sait, et le second, son bras armé dans les instituts de sondage, pour faire gonfler ses chiffres. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit monde, le souverainisme, et Zemmour en fait partie intégralement, quoi qu'il en dise, quoi qu'il cherche à faire croire. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait Damien Philippot dans son équipe. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait fait croire que Florian Philippot, pendant la campagne, allait le rejoindre, mais finalement, il n'avait pas besoin, puisqu'il avait déjà son sous-marin Damien,
Et donc, il a rejoint Dupont-Aignan, ce qui était moins risqué d'un point de vue image, parce que, voilà, comme on sait, Zemmour est très marqué anti-islam, et Philippot cherchait à se départir de cette image en se positionnant plus sur les masques, les confinements, comme vous le savez. Il se rapprochait de gens comme Divisio, etc. Bon, je crois qu'ils se sont séparés depuis, mais enfin voilà sa stratégie de l'époque. Et donc c'est ça qui était intéressant dans ce passage, ce que les lecteurs n'ont pas forcément relevé. Alors, autre extrait. Ce soir-là, je ne savais pas non plus que les chars russes se préparaient à l'offensive. Seuls les services secrets américains avaient vu, grâce à leurs satellites, les mouvements de l'armée russe. Tous les autres, renseignements français et européens, président français et chancelier allemand, jusqu'au président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même, ou encore les spécialistes de géopolitique et les grands éditorialistes de la presse internationale, étaient persuadés que Vladimir Poutine ne passerait pas à l'offensive. Alors, d'une part, c'est faux. Zelensky, on le sait depuis, il le savait, mais il a voulu faire croire qu'il l'ignorait pour envoyer les Russes au casse-pipe. Et ça a bien marché, puisqu'il les attendait de pied ferme, et leur offensive là, qui visait en 3 jours à décapiter Kiev n'a pas marché. Donc, première erreur de Zemmour. Ensuite, oui, les services américains disaient vrai. Alors, des gens comme Zemmour nous ont dit depuis la guerre d'Irak, regardez l'histoire de la petite fiole, etc. Ils l'ont dit ad nauseam. Là, d'ailleurs, ils ne rappellent pas que Poutine avait menti en disant qu'il attaquerait jamais et qu'il a attaqué le lendemain ou quelques jours plus tard et qu'il tensait les Américains en disant puisque vous connaissez la date de l'attaque, dites-la. Hein. Voilà. Genre, ils attaqueraient jamais. Donc ça, Zemmour, évidemment, il ne le dit pas, parce qu'il est toujours du côté russo-chinois, comme on va le voir. Et puis, il reconnaît donc que les services secrets américains avaient raison, ce qui lui fait mal, mais c'est un fait. Et puis par ailleurs, moi, je l'avais prédit. J'étais un des rares en France. 1 mois à l'avance, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur cette chaîne, et je me basais notamment sur les analyses de Jerry Nyquist, qui est un expert militaire et géostratège américain. Donc, tous ceux qui se plantent habituellement se sont plantés cette fois-là aussi, de Villepin à Védrine, en passant par tous. Il les cite d'ailleurs. Mais ce sont toujours les mêmes qu'on continue d'entendre dans les grands médias et qui tirent jamais aucune leçon de leurs erreurs, tout comme Zemmour d'ailleurs, comme nous allons le voir. Donc Villepin disait « Oh, les dictateurs comme Poutine, ils sont très prévisibles, il ne va pas attaquer, c'est sûr. » Et puis évidemment, 3 semaines plus tard, il attaquait. Mais ça n'a pas empêché d'être réinvité partout, puisque c'est Villepin, vous comprenez, celui qui s'est opposé aux États-Unis sur la guerre en Irak. Et donc, voilà, on est très fiers. Bon. Donc, voilà le contexte français. Donc Zemmour s'est planté comme les autres. Ce qu'on n'attend pas d'un candidat à la présidence de la République. C'était l'occasion pour lui de montrer qu'il avait mieux compris la réalité que les autres, et en fait, non. Ça, c'est une des multiples preuves qu'il n'est pas apte à diriger le pays. Ensuite, la nuit du 23 février, dit Zemmour, nombreux furent ceux de mon équipe qui ne dormirent pas avant d'en savoir plus sur l'attaque contre l'Ukraine. Donc là, il ne cite pas déjà les membres de son équipe. Il y a parmi eux Caroline Galacteros, qu'il avait nommée conseillère diplomatique, qui est une ultra pro-russe et pro-parti communiste chinois. Mais quand je dis ultra, elle était encore il y a quelques mois, sur le dialogue franco-russe, qui est cette alliance créée par Chirac et Poutine, un truc de collaboration gerbant, surtout après la guerre en Ukraine, et les meurtres de civils et les millions de réfugiés et tout ça, d'aller encore dans cette organisation-là, eh ben, c'est elle qui est la conseillère diplomatique de Zemmour. Donc voilà. Donc il préfère pas la citer, je comprends pourquoi. Elle est pas citée du tout dans tout son livre, et donc, y compris dans ce chapitre qui concerne la politique internationale. À mon réveil, je rédigeai un communiqué de presse pour condamner l'invasion. Comprenant l'importance de l'enjeu, je tins aussitôt dans la matinée une conférence de presse sur le sujet. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il comprend en retard. Voilà. Et comme on va le voir, il comprend très mal, même 1 an plus tard. Autre extrait, 2 jours plus tard, je prononçai un discours sur ce thème à Chambéry. Refusant d'éluder cette question, je devins la cible des médias et de mes adversaires politiques. On exhiba alors mes anciennes déclarations sur l'intérêt pour la France d'être alliée à la Russie, ou d'autres encore qui reconnaissaient à Poutine d'avoir redonné confiance à une nation désagrégée après l'effondrement de l'URSS. Oui, sauf que sa déclaration, c'était « il nous faut un Poutine français ». Ça allait très loin quand même. C'était ce que disait Soral d'ailleurs à l'époque. Et lui, il disait « il faut un Chavez français, il faut un Poutine français ». Donc d'ailleurs, Soral et Zemmour sont alignés en termes de politique internationale, rigoureusement. La seule différence aujourd'hui, c'est que comme Soral n'est pas dans les médias tout le temps et n'est pas chef d'un parti politique qui se présente à des élections, il peut se permettre de dire encore ce qu'il pense. Alors que Zemmour, non. Lui, il est obligé de faire des concessions et de prétendre qu'il aurait changé de camp, etc. Alors que pas du tout. Et d'ailleurs, quand on lit ce chapitre-là, on se rend bien compte qu'en fait, il est toujours du côté sino-russe. Donc je continue. La mauvaise foi est le propre de toutes les campagnes électorales, mais il faut reconnaître que LR avait battu dans cette affaire russe tous les records.
Qu'avaient donc déclaré dans le passé Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui avaient tous prononcé des panégyriques exaltés du président russe, et s'étaient même vantés de leur amitié avec lui. Ça, c'est bien vrai. D'ailleurs, c'est pour ça, notamment, que Zemmour a voté Fillon en 2017, comme il l'a avoué lui-même. C'est pas parce qu'il est de droite, c'est parce que Fillon était le candidat des sino-russes, soutenu à bout de bras par Raffarin, avant que, quand Fillon a perdu au premier tour, il ne soutienne Macron. Voilà. Qu'avait déclaré, donc c'est blanc, bonnet blanc, hein, comme disait Duclos, qu'avait déclaré Éric Ciotti tout au long de la campagne de la primaire, que disait encore François-Xavier Bellamy et tant d'autres soutiens de Valérie Pécresse. La candidate LR elle-même avait, en ce fameux 23 février, à la veille de la guerre donc, refusé de le condamner sur BFM. La vie politique française a une mémoire de poisson rouge. Donc ça c'est clair, mais ça arrange bien le système d'oublier ses erreurs les plus évidentes, et ça permet de maintenir le peuple dans l'illusion, hein, et de lui faire croire qu'il est bien dirigé, et surtout qu'il ne pourrait pas mieux l'être. Et donc des gens comme moi eh bien, sont censurés pour cette raison notamment. Alors, autre extrait, dès 1944, le général de Gaulle se rapprochait de la Russie, celle de Staline, point d'exclamation, pour s'émanciper de la tutelle américaine. Donc, en fait, c'est dès 1940 que de Gaulle s'est rapproché de Staline. Mais ça, il ne faut pas compter sur Zemmour pour le dire, parce qu'on était en plein pacte germano-soviétique, et donc, alors il ne l'a pas fait directement de Gaulle, mais on sait, par Henri-Christian Giraud, petit-fils du général Giraud, dans son livre De Gaulle et les communistes, que de Gaulle a envoyé en 40, donc en plein pacte germano-soviétique, donc avec l'ennemi, hein, les soviétiques étaient alliés avec notre ennemi de la France, il a envoyé je ne sais plus qui pour prendre des liens entre la France libre et l'URSS. Voilà, c'était ça de Gaulle. Et ensuite, en 1944, en effet, donc ça a duré, alors ça s'est amplifié à partir de juin 1941, quand Hitler a attaqué l'URSS, mais ça a continué, ça s'est amplifié, parce que c'est devenu officiel à partir de juin 1941. Mais dès 1940, voilà ce que de Gaulle avait fait. Et en 1944, en effet, il a rencontré, c'est pas qu'il s'est rapproché de la Russie, il était déjà très proche, il a carrément rencontré Staline. Alors pour s'émanciper de la tutelle américaine, tu parles, de Gaulle doit tout aux Américains, la France libre doit tout aux Américains et aux Anglo-Saxons, avec Churchill qui a reconnu de Gaulle, donc ça c'est n'importe quoi, c'est le discours des sino-russes pour faire croire que la France serait dominée par l'OTAN et les États-Unis, alors que les gars, ils nous ont soutenus nos ambitions de résistance contre l'ennemi. Donc, et puis, de Gaulle, il a fait ça aussi et surtout pour apaiser les communistes et les faire revenir en odeur de sainteté et affaiblir la France. Ce qu'on dit jamais. Quand Thorez revient en odeur de sainteté après avoir déserté, après avoir trahi, après avoir saboté l'armée française, après avoir été interdit en France, hein, le Parti communiste français a été interdit en 1939 par Daladier, le même qui avait signé les accords de Munich. De Gaulle, lui, il a joué le rôle de traître en faisant revenir Thorez, en le nommant un ministère très élevé où il a pu mettre en place le statut des fonctionnaires qui est toujours valable aujourd'hui, c'est-à-dire des privilèges pour les communistes et leur base électorale et financière, le fonctionnariat. Et ils ont créé l'ENA aussi ensemble, avant qu'ils partent début 1946. Mais Thorez, lui, est resté, et ensuite le Parti communiste a eu toute cette influence qu'on sait. Donc voilà, et ça, Zemmour, évidemment, ne le dit pas. Revenu au pouvoir, il renoua avec cette stratégie dans le cadre de sa politique de détente avec l'Est. Tous ses successeurs, de droite comme de gauche, poursuivirent la ligne gaullienne. Voilà, ça c'est vrai, donc, mais il admet qu'il est sur la même ligne que tout le monde, depuis le début de la Ve République. C'est la ligne tiers-mondiste et pro-russo-chinoise. D'ailleurs, Zemmour a dit X fois qu'il voulait recréer le RPR des années 90. C'est celui qui a perdu et trahi les Français sur la question de l'Union européenne, la construction européenne. Chirac étant contre, et ensuite il est devenu pour, ultra pro-construction européenne. Il s'est renié, d'ailleurs, quand Juppé est passé en 2005, je crois, chez Pujadas, ou 2010, Pujadas lui a montré une émission où le RPR avait des idées en 1990, qui étaient un peu plus de droite, et ensuite, ils ont trahi effectivement toutes leurs idées. Donc Zemmour prétend revenir à cette vraie droite, sauf que cette vraie droite-là, elle a aussi trahi les Français de toutes les manières possibles et imaginables. C'était déjà le RPR des affaires, c'était le RPR de Chirac. Enfin, voilà, tout est dit. Hein, mais voilà, c'est ça le modèle de Zemmour. Donc Chirac, c'est l'héritier de Gaulle, c'est le tiers-mondiste ultra, c'est l'ami de tous les dictateurs du tiers-monde, de Arafat, hein, Zemmour, l'ultra-sioniste, tu parles, de Arafat en passant par les Chinois. Chirac a été le premier à retourner en Chine, à aller en Chine,
Donc, premier chef d'État occidental à aller en Chine en 97, c'est-à-dire après Tiananmen en 89. C'était le premier. Et ensuite a nommé Raffarin, donc agent chinois, Premier ministre, qui a officialisé la collaboration de la France avec la Chine. Et comme je le disais tout à l'heure, il a aussi créé le dialogue franco-russe avec Poutine. Donc, et puis ami de tous ces dictateurs dans le tiers-monde, et qui s'est opposé ensuite effectivement aux Américains pour la guerre d'Irak, mais pour de mauvaises raisons, parce qu'il fallait s'y opposer, mais pas pour des raisons d'anti-américanisme. Voilà, donc c'est ça le modèle de Zemmour. Ensuite, en 90, lorsque l'URSS s'effondra, écrit Zemmour, François Mitterrand proposa l'édification d'une confédération européenne qui aurait rassemblé tous les pays de l'Est, y compris la Russie, selon la vieille idée française d'arrimer les Russes à l'Europe et à l'Occident. On ne pouvait pas imaginer meilleure mise en œuvre de l'Europe gaullienne de l'Atlantique à l'Oural. Donc cette expression, je vous renvoie à ma vidéo 50 nuances de souverainisme, cette expression, elle ne vient pas de Gaulle, mais elle vient de Lénine, et puis de Staline, et puis de Poutine et de Douguine, en passant par Gorbatchev, qui parlait de maison commune, etc. Donc c'est une expression communiste, adaptée, y compris par Macron, en parlant de Europe, qui va de Lisbonne à Vladivostok. Ça veut dire, c'est le projet de Douguine, hein. Il a dit ça face à Poutine, qui n'en demandait pas tant, à mon avis. Donc, Zemmour s'inscrit dans cette ligne-là, qui est une ligne tiers-mondiste, une ligne pro-sino-russe, anti-occidentale, et donc il n'a pas changé. Voilà. Et il reconnaît que c'est la ligne de la Ve République, ouais, bah c'est la ligne merdique. Il faut revenir à la ligne 4e République, pas à la constitution de la 4e République, qui était assez instable, mais à la ligne politique pro-occidentale. On était du côté des anglo-saxons, de l'Occident en général, et y compris d'Israël, à qui on a donné la bombe. Voilà, c'est ça qu'il faut défendre aujourd'hui, je pense. Quand on est de droite, en tout cas, ou quand on se prétend de droite. Un autre extrait, ce furent les Américains, les Polonais et les Tchèques de Václav Havel qui torpillèrent cette idée, lui préférant l'agrandissement de l'OTAN, qui, alors que le pacte de Varsovie était dissous, n'avait pourtant plus raison d'être. Alors là, j'ai vraiment dû lire plusieurs fois cette phrase, parce que écrite, en tout cas publiée 1 an après le début de la guerre en Ukraine, ça me paraît hallucinant de pouvoir écrire une phrase pareille. C'est tellement hors sol, c'est tellement à côté de la plaque, c'est tellement voilà, faux, archi faux, que j'ai dû la relire plusieurs fois pour être bien sûr qu'il l'avait écrite. Lui préférant l'agrandissement de l'OTAN, alors que le pacte de Varsovie était dissous, n'avait pourtant plus de raison d'être. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de raison d'être de l'OTAN comme on le voit aujourd'hui. Donc ils ont eu s'il n'y avait plus eu l'OTAN, on sait même pas ce qui se serait passé, puisque, comme le révèle Golitsyn, c'était un plan de faire tomber le pacte de Varsovie dans le but de faire tomber l'OTAN aussi, par effet miroir, et faire baisser la garde. Donc, de toute façon, c'est l'armement qui a largement baissé en Europe, c'est les fameuses dividendes de la paix. Donc, en France, par exemple, on avait 1200 chars dans les années 90, on n'en a plus que 200 opérationnels. Alors, on a perdu 1000 chars dans l'histoire, et aujourd'hui, la Pologne donne 300 chars à l'Ukraine. C'est plus que tous nos chars réunis, quoi. C'est hallucinant. Alors, c'est peut-être pas des chars d'aussi bonne qualité que les nôtres, mais quand même, ça en dit long. Et donc, voilà, Zemmour, comment il peut écrire une phrase pareille? Parce que c'est une phrase qui est fausse. L'OTAN avait toutes les raisons de se maintenir, la preuve. C'est que dès qu'une occasion s'est présentée à la Russie, elle l'a prise. Et donc, comme c'était, si l'OTAN était tombée, l'URSS se serait reconstituée automatiquement, puisque c'était un plan, voilà, de longue date, de faire croire qu'ils allaient tomber pour faire baisser la garde de l'Occident, et donc ils se seraient reconstitués, ils seraient allés conquérir les pays, comme on le voit aujourd'hui. Donc ça a permis déjà de gagner 30 ans. Mais ça, Zemmour, il ne l'a pas compris. Ensuite, autre extrait, Jacques Chirac retrouva la même inspiration lorsqu'il rameuta contre la guerre américaine en Irak, en 2003, l'Allemand Schröder et le Russe Poutine. Mais Schröder fut battu aux élections par Merkel, qui revint dans le giron atlantique. Alors, Schröder, ça, c'est clair qu'il n'était pas dans le giron atlantique, hein. C'est un ultra pro-russe, comme on l'a bien vu après, parce qu'il est allé comme Fillon d'ailleurs, mais encore plus que Fillon, avec, dans les conseils d'administration de je ne sais plus si c'était Gazprom ou Rosneft ou peu importe, enfin les gros conglomérats russes, quoi. Mais quant à Merkel, elle est dans le giron atlantique, Merkel, c'est faux. Elle a interdit à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN, elle a continué la politique de Schröder de rapprochement de l'Allemagne et donc de l'Union européenne avec les sino-russes, au point de mettre l'Allemagne dans leurs mains. Si vous regardez au niveau économique, l'Allemagne est totalement dans la main des sino-russes, notamment des Chinois. Au niveau de l'énergie, bah, c'est des Russes, c'est bien ce qu'avait dit Trump.
quand il s'est foutu de la gueule des Allemands en disant « vous êtes trop dépendants d'eux ». Et puis, Zemmour oublie aussi que Merkel a fait le plan des sino-russes qui consistait à faire venir massivement l'immigration en Allemagne et déstabiliser la société. Ça, il oublie parce que ça l'arrange pas, vous voyez, de rappeler, pourtant c'est l'immigration islamique, la syrienne, etc. Bon, ben voilà. Autre extrait, Sarkozy, Hollande et Macron, chacun à leur manière, tentèrent de suivre la même politique. On se souvient que Sarkozy se rendit en urgence à Moscou pour arrêter la guerre en Géorgie, avec succès. On se souvient aussi que de Macron recevant à Brégançon à Vladimir Poutine qui offrit un bouquet de fleurs à Brigitte. Voilà, donc ça c'est vrai. Sarkozy, il a vendu des Mistral à la Russie, donc on ne pouvait pas faire pire. Et il a interdit à l'Ukraine l'entrée dans l'OTAN. Voilà. Hollande et Macron, quant à eux, sont couchés devant les sino-russes de la même manière. Et pourtant, Zemmour nous serine, comme tous les souverainistes, qu'il y a une domination des États-Unis sur l'Europe. C'est faux et c'est archi faux. Voilà. Et c'est ce discours-là qui n'est pas de droite, mais qui est de gauche. Voilà. Donc il faut que Zemmour arrête de se dire de droite, parce qu'il ne l'est pas. Derrière l'Union européenne et la pression de la Pologne et des Baltes, oui, donc je reviens, donc la 4e République était de droite dans son esprit, même s'il y avait beaucoup de partis de gauche, évidemment, le Parti communiste français, etc. Mais la direction de la 4e République, c'était une direction de droite, alors que la direction de la 5e République, c'est une direction de gauche. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc tous ceux qui s'inscrivent dans le cadre gaulliste de la 5e République, donc tiers-mondiste et pro-sino-russe, se situent à gauche et à l'extrême gauche, alors que ceux qui le dénoncent, comme moi, on se situe à droite. Voilà. Ensuite, puisque je rappelle, les États-Unis, c'est le pays le plus à droite au monde. Ils ont le droit du port d'armes, l'avortement très limité, ils ont la peine de mort, ils ont tous les marqueurs de droite. C'est ça que Zemmour, il ne veut pas comprendre, parce que ça l'arrange. Lui, pour lui, quasiment tout ce qui est à droite de Mélenchon est de droite. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Alors, j'exagère un peu, mais c'est une vision relativiste de la gauche et de la droite, comme il l'a expliqué là récemment sur Europe 1. Or, la gauche et la droite, ça se détermine par des principes. Voilà. Est-ce qu'on est pour ou contre la peine de mort? Est-ce qu'on est pour ou contre, déjà, et ça c'est pour la politique nationale, est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration? Est-ce qu'on est, etc. Mais en politique internationale, est-ce qu'on est dans le cadre de la 4e République ou de la 5e République? Est-ce qu'on est du cadre occidental ou anti-occidental? L'anti-occident, c'est la gauche, et l'extrême gauche. Derrière l'Union européenne et la pression de la Pologne et des Baltes, il y a les États-Unis. Donc là, il se contredit même en quelques lignes seulement, on a l'habitude avec Zemmour. Donc surtout, il fait de la Pologne et des pays baltes des États fantoches, hein, des marionnettes des États-Unis qui les manipuleraient à leur gré. Donc ça, c'est truc complotiste insupportable. Donc c'est vraiment insupportable pour ces peuples, en plus, qui ont subi le joug soviétique et qui veulent juste, si c'est pas trop demandé, Éric Zemmour, ne plus subir ce joug. Donc là, on voit bien le soralisme très présent chez Zemmour, puisqu'on sait qu'ils sont amis de longue date et qu'ils correspondent encore aujourd'hui, et qu'ils l'ont fait depuis 30 ans. Ça, c'est pas... c'est officiel. Et le copain de Zemmour, Nolo, avait accepté de débattre avec Soral dans un livre entier, en 2013, du fait de leur proximité entre Zemmour et Soral aussi. Ça s'est fait comme ça. Donc tout ça, c'est ce qu'on dit jamais, mais voilà. Les Zemmouriens, en fait, il faut bien que vous le compreniez. Si vous n'aimez pas Soral, bah, vous ne devriez pas aimer Zemmour, hein, normalement. Et c'est pas parce que Zemmour est anti-islam et anti-immigration, finalement, Soral, là, il a changé un peu de discours, maintenant, il devient aussi anti-immigration. Donc. Ensuite, l'ambiguïté française, au lieu de nous renforcer, comme au temps du général de Gaulle ou de Mitterrand, désormais nous affaiblit. Et les Russes se construisent un destin hors de l'Europe et hors de l'Occident en se rapprochant des Chinois. Donc non, ça ne nous a jamais renforcé d'être contre l'Occident et du côté du tiers-monde, Éric Zemmour. Ça, c'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'un anti-immigration peut dire ça? Parce qu'il y a une immigration massive que ce basculement vers le tiers-monde a engendré. Voilà, la tiers-mondisation, elle vient notamment de là. Mais voilà, Zemmour, il a voté Mitterrand en 80-88, comme son mentor Renaud Camus d'ailleurs, qui a même lui voté Noël Mamère en 2002. Et on voit qu'il est toujours de gauche et qu'il reprend la grille de lecture soralienne sur l'immigration, au lieu de dénoncer le communisme comme facteur principal de l'immigration massive dans le pays, et donc ce basculement de la 4e à la 5e, donc de l'Occident au tiers-monde. Pour le reste, je vous renvoie à Golitsyn, des mensonges pas si nouveaux, vous comprendrez pourquoi Zemmour se trompe. Ensuite, c'est la dernière leçon de la guerre en Ukraine, elle soude les Occidentaux, mais ne touche pas les autres. Les autres, la Chine, l'Inde, l'Asie, l'Afrique, le monde arabe, l'Iran, l'Amérique du Sud, continuent leur vie et poursuivent leur relation avec la Russie comme si de rien n'était. Donc déjà c'est faux pour l'Inde,
On sait très bien qu'ils sont pris pour l'instant dans la tenaille sino-russe parce qu'ils ont des accords militaires avec la Russie qui les rendent très dépendants au niveau des armes de la Russie, mais qu'à la première occasion, ils viendront du côté de l'Occident. D'ailleurs, ils ont un pied dans les deux camps puisque, avec le Quad notamment, ils sont en Occident. Et ils sont très opposés à la Chine. Ils ont interdit TikTok, contrairement à beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs. Ils ont des échanges quasi militaires aux frontières, et ils ont leur ennemi, le Pakistan, leur ennemi intime, hein, qui est vraiment l'allié stratégique de la Chine. Donc, à la première occasion, l'Inde passera du côté occidental, c'est juste que pour l'instant, on est dans un entre-deux, une sorte pas de guerre froide, mais vous savez, d'entre-deux-guerres, là, ou comment ça s'appelait, drôle de guerre, voilà. Bon, ça c'est une première chose, donc sur l'Inde, non, c'est quand même 1,5 milliard de personnes, hein, excusez du peu, et puis Zemmour ne dénonce pas l'alliance des dictatures communistes et des théocraties islamiques contre l'Occident. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'en fait, il est de leur côté, hein, même s'il n'ose plus trop le dire. Donc Zemmour n'est pas anti-islam, en fait, hein, tout comme les pro-russes, Jean-Yves Le Gallou, Riposte Laïque, qui le soutiennent. Ils sont du côté russe, qui est du côté islamique. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, si vous regardez, toutes les banlieues islamisées sont du côté russe aussi, hein, à de rares exceptions près. Alors, autre extrait, mais ça c'est dissonance cognitive énorme. Autre extrait, un signe patent de plus de la désoccidentalisation du monde, où justement la France aurait un nouveau rôle à jouer, rôle dont avait rêvé le général de Gaulle, celui de puissance indépendante faisant le lien entre différents continents. Donc en fait c'est le contraire. Donc comme je l'ai déjà dit, de Gaulle a fait basculer la France dans le camp anti-occidental, alors que nous étions dans le camp occidental en 4ème République. Donc ça c'est la faute de Gaulle. Ensuite, les anciens libéraux, relais de l'influence américaine en France, s'en donnaient à cœur joie. Le sénateur Claude Malhuret croyait rajeunir et revenir à ses belles heures de militant anticommuniste en conspuant le dictateur russe et ses prétendus agents français. Mais déjà, il faut applaudir. Si quelqu'un a été anticommuniste, c'est une bonne chose, mais effectivement, Zemmour, ayant été communiste, et l'étant, selon moi, toujours, puisqu'il s'est dit plus marxiste que Marie-Georges Buffet, quand même, hein, c'est pas rien. Donc ça, d'une part, il n'applaudit pas, mais il conspue, et sans rappeler que Malhuret est proche de Raffarin, donc, qui appelait au rapprochement avec Poutine en 2018, et qui est le plus ultra pro-parti communiste chinois qu'on connaisse. Et donc, ça, il ne le dit pas, et à part Malhuret, il est bien en peine de citer d'autres prétendus anciens libéraux qui seraient dans ce camp-là. Mais bon. Ensuite, autre extrait, on était revenu au temps de la guerre froide, avec les chantres de la liberté aux couleurs américaines, sauf qu'il n'y avait plus d'URSS, plus de communisme, que le poutinisme envahissait l'Ukraine, mais qu'on voulait faire croire qu'il allait ensuite attaquer l'Allemagne et la France. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit extrait. C'est un vocabulaire sur la guerre froide et le vocabulaire de guerre froide, etc. Ça, c'est typique du Parti communiste chinois. Donc ça fait partie du langage vraiment qui est récurrent du Parti communiste chinois. Les États-Unis veulent nous plonger dans vous êtes des volontés de la guerre froide, etc. Donc il reprend ces éléments de langage. Il reprend aussi les éléments de langage du Kremlin, pour le reste. Des éléments de langage qui sont validés par les néoconservateurs et dénoncés par Golitsyn. Donc il n'y a plus d'URSS, plus de communisme. Non, tout ça, c'est... Le communisme fait le mort. Voilà. Il n'est pas mort, il fait le mort, comme, j'ai dit 1000 fois ça, mais je le répète, comme un animal fait le mort pour faire croire qu'il est inoffensif. Mais en fait, à la première occasion, il va se réveiller, quand l'autre aura baissé sa garde, il va lui sauter à la gorge et il va le tuer. C'est exactement ça qu'a fait le communisme, en faisant chuter l'URSS, le mur de Berlin et le pacte de Varsovie, ce qu'avait totalement anticipé Golitsyn, parce qu'il connaissait ce plan et qu'il a révélé dès 1984, et même dès les années 60, à des gens comme Kennedy ou ensuite Pompidou, qui sont deux présidents qui sont morts dans des conditions très spéciales. Bref, donc, reprise du discours du Parti communiste chinois, reprise du discours du Kremlin et des néoconservateurs, ça fait beaucoup. Et donc, tout comme Zemmour s'est planté sur l'invasion de l'Ukraine, il se plante sur l'élargissement de la guerre au reste de l'Europe. Il dit ça n'arrivera jamais en France et en Allemagne. Comment tu le sais, mon gars? Ils nous ont déjà menacé du feu nucléaire en France, 200 secondes de Kaliningrad, à Berlin, 106 secondes, et en Angleterre, avec un sous-marin qui pourrait faire exploser de l'eau, qui viendrait recouvrir entièrement l'Angleterre. Donc là, Zemmour n'est pas sérieux et il tire aucune leçon de ses erreurs. Il s'est déjà planté sur le fait que la Russie, lapsus révélateur, la Russie n'irait pas envahir l'Ukraine. On a bien vu qu'ils l'ont fait, et que c'était soi-disant pas leur intérêt. Donc pourquoi ils n'iraient pas plus loin?
Surtout que leur chaîne, la Russia One, où il y a des tarés qui défilent, tous amis de Poutine, ne cesse de le dire. Allez, il faut s'en prendre à la Pologne, il faut s'en prendre à la France, il faut balancer des missiles nucléaires sur je sais pas quel pays. C'est des fous furieux. Donc ça, Zemmour, il en tient pas compte. Ah, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Alors, autre extrait, une opposition qui permettait également à l'OTAN de ressusciter de sa mort cérébrale, entre guillemets, selon l'expression d'Emmanuel Macron, pour mieux soumettre à leurs protecteurs américains des peuples européens qui s'enivraient de leur servitude volontaire. Donc déjà, Zemmour ne fait pas de distinction entre l'Union européenne et l'OTAN, alors que c'est opposé. L'Union européenne est du côté sino-russe, très clairement. Je ne reviens pas là-dessus, mais enfin, je vous renvoie à mes différentes vidéos réservées aux souscripteurs que j'ai faites sur les commissaires européens, même en public sur Souverainiste, 50 nuances de souverainiste et bien d'autres, sur le livre de Christopher Story, sur le livre de Bukowski, UERSS, etc. Bon. Donc ça, Nigel Farage l'a bien dit. L'Union européenne, c'est un projet communiste, anti-américain, dirigé par des anti-américains. Jacques Delors, ami de Mitterrand, Mitterrand lui-même, vous les prenez tous, c'était des anti-américains. Barroso, maoïstes, tous des communistes et anti-américains. Par contre, l'OTAN, là, c'est vrai, c'est du côté pro-américain. C'est pour ça que moi, je suis pro-OTAN, mais anti-Union européenne. Je pense que c'est logique. Mais Zemmour, non, il ne fait pas cette distinction. Ensuite, il ajoute l'indécence au malaise, je trouve, puisque au lieu de reconnaître qu'il s'est trompé, comme Macron, sur le fait que l'OTAN aurait dû disparaître, il l'accuse encore d'être la source d'inféodation de l'Europe, alors que c'est la principale source de paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'OTAN. Évidemment, sans l'OTAN, l'URSS aurait été de Lisbonne à Vladivostok, justement, selon l'expression de Macron à Poutine en 2019 au fort de Brégançon. Et puis, évidemment, Zemmour fait diversion du fait que notre élite est sous domination soviétique, puis communiste chinoise, sous la Ve République. Donc soviétique de 58 avec De Gaulle jusqu'à la chute de l'URSS officielle. Et depuis la fin des années 90, donc on est resté à peu près 10 ans, mais à l'époque, on avait Jospin, qui était trotskiste, infiltré chez les socialistes, et qui a dit « je suis fier d'avoir des ministres communistes ». Donc, bon, il n'y a pas eu d'entre-deux. Et puis, voilà, il y a eu Chirac qui s'est fait dicter par la rue. Rappelez-vous, on est dans les retraites, là. Il voulait faire la réforme des retraites, et finalement, la CGT lui a dit non, c'est nous qui faisons ce qu'on veut. Donc, c'est le Parti communiste chinois qui a pris le relais grâce à Chirac et à son affidé, l'agent communiste chinois Raffarin, qui l'a nommé Premier ministre en 2002. Il y a eu des ministres communistes sous Mitterrand, pendant l'URSS, puis après donc sous Jospin et Hollande. Hollande qui a rendu hommage au communisme pendant sa campagne en 2012, qui a dit « notre ennemi, c'est la finance », c'est un discours communiste. Mais je cherche encore des ministres affiliés à un parti américain. Voilà, ça m'intéresse, si Zemmour a des informations. Donc c'est toujours ce deux poids, deux mesures, là, chez Zemmour, comme chez les souverainistes français en général, c'est insupportable. Et donc je vous renvoie à ma vidéo 50 nuances de souverainisme, si vous voulez creuser. Alors, autre extrême, mais en février 2022, l'ambiance était si exaltée qu'on ne pouvait pas analyser le conflit sans passer pour un agent de Poutine, ou pire, un traître ou un collabo. Donc, ça, Zemmour, franchement, il est pas clair, puisqu'il a été approché par le FSB, successeur du KGB, en 2015, on le sait maintenant, puisque ça a été révélé par le JDD en mars 2022. Donc là, il publie son livre un an plus tard, il reconnaît rien du tout ça est public. Je vous montre cet article, donc Info JDD, quand les Russes choyaient Zemmour, identifié par Moscou comme relais d'influence, le polémiste a rencontré dès 2015 un oligarque proche de Poutine. C'est normal, l'autre il disait il faut un Poutine français. Voilà. Comme Soral a été approché par les Russes, par les Iraniens, par les Chinois, par les Nord-Coréens et toute la Ligue de l'humanité, Zemmour aussi, voilà, en tout cas par les Russes. Et donc je vous lis le début de cet article, c'est un rendez-vous discret avec l'un des hommes les mieux introduits auprès de Vladimir Poutine, excusez du peu. À la mi-septembre 2015, Éric Zemmour a reçu une invitation un peu particulière, une proposition de déjeuner avec l'oligarque Vladimir Yakounine. À l'époque, Zemmour n'est pas encore un aspirant président, mais un célèbre journaliste. Yakounine, lui, vient tout juste de quitter l'un des postes les plus stratégiques de Russie, président de la compagnie des chemins de fer russes. La Russie cherche alors désespérément des relais d'influence en Europe, un an après avoir envahi la Crimée et après avoir été mise au banc des nations. Donc il va trouver en Zemmour une oreille attentive. Yakounine lui-même figure sur la liste des dignitaires russes dont les avoirs ont été gelés aux États-Unis. Cet intime de Poutine, dont il est régulièrement présenté dans la presse, comme il est régulièrement présenté dans la presse, dirige plusieurs ONG dont l'objectif est de tisser un réseau pro-Kremlin en Europe. Et voilà. Et c'est tout, et après il y a le reste de l'article qui est en privé, donc je vous laisse payer si vous voulez savoir la suite, mais moi j'en sais suffisamment, hein. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus pour savoir de quel camp est Zemmour. Et donc là, tout son blabla, là, ça ne fait pas disparaître ces faits absolument indéniables.
et qu'il n'a jamais attaqué en diffamation. Donc, autre extrait, il est impossible pourtant de comprendre une guerre, ni même de prétendre vouloir la paix ou la défense de nos intérêts nationaux, si on ne se met pas dans l'esprit de chacun des belligérants, si on ne réfléchit pas aux compromis acceptables pour chacune des deux parties afin de faire taire les armes. C'est ce que je tente toujours de faire. Bon, je suis désolé, mais on connaît bien ces arguments, hein, on les a entendus depuis le début de la guerre chez tous les pro-russes, de Villepin à Hubert Védrine, en passant par Lelouch, Guénaud, tous ces sarkozystes là de pacotille, puisque Sarkozy était du côté sino-russe. Là aussi, j'ai fait une vidéo Sarkozy démasqué, je vous y renvoie, vous verrez bien que l'image de Sarkozy, l'atlantiste, a été créée de toutes pièces. Et puis on pourrait citer aussi Arnaud Klarsfeld. Donc cette position-là munichoise, par excellence, que même le mentor de Zemmour, Renaud Camus, dont il reprend le grand remplacement, etc., mais au niveau international, Renaud Camus est plus conséquent, puisqu'il a qualifié Poutine de nouvel Hitler, sur le plateau de TV Liberté, pourtant ultra pro-russe. Donc les mecs, ça les a un peu choqués, mais ils ne pouvaient rien dire, parce que c'était Renaud Camus. Voilà. Mais c'est quand même cette position munichoise aussi, dont a parlé Renaud Camus, qu'endosse aujourd'hui Éric Zemmour, un an après le début de la guerre, et de l'invasion, et des horreurs contre les civils, contre les réfugiés. Enfin, c'est inacceptable, intolérable. Et donc Zemmour est complètement à l'ouest. C'est le cas de le dire. Enfin, sans jeu de mots précisément, c'est le contraire en fait. Mais il est à l'ouest. Comme le Quai d'Orsay, dit Zemmour, et Emmanuel Macron lui-même, je savais que cette théorie dite de la porte ouverte était un point de non-retour pour le Kremlin depuis des années. Déjà en 2008, l'oncle Sam avait tenté d'incorporer l'Ukraine et la Géorgie dans l'organisation militaire atlantique, ce qui avait empêché in extremis la France de Sarkozy et l'Allemagne de Merkel. Ouais, alors entre-temps, l'Ukraine est envahie par la Russie, et une partie de la Géorgie l'a été aussi, avec l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Mais ça, le Zemmour, il n'en parle pas. Et pourtant, là, il reconnaît finalement, on ne sait pas pourquoi, que Sarkozy et Merkel ont joué le jeu de Poutine. Alors, donc c'est un hypocrite. Enfin, ça m'énerve, ce deux poids, deux mesures permanent. Et là encore, il fait de l'Ukraine un État croupion qui n'existe pas par lui-même, mais qui serait la marionnette des États-Unis. Voilà, donc c'est insupportable, surtout un an après le début de la guerre. Donc je rappelle, où les Ukrainiens ont montré à quel point ils sont patriotes et où ils sont prêts à se sacrifier pour leur jeune patrie. Et alors, c'est pas parce qu'une patrie est jeune que c'est pas une patrie. À mon avis, ils sont plus prêts à se sacrifier pour leur jeune patrie que la plupart des Français le sont, y compris Zemmour lui-même. Est-ce qu'il serait prêt à se sacrifier pour la sienne, Zemmour? Je ne suis pas sûr, parce que, ok, on dit il prend des risques, mais il risque pas la mort. Et puis il vend beaucoup de livres, il est sur tous les médias, donc c'est un sacrifice très relatif par rapport aux Ukrainiens qui meurent au front, dont les familles sont séparées, qui prennent des bombes sur la gueule, excusez-moi. Donc, Zemmour refusait d'ailleurs de recevoir des immigrés ukrainiens pendant la campagne, il y revient dans son livre, fait un mea culpa, etc., mais il explique que c'est par pédagogie qu'il voulait dire ça, mais c'est faux, ça n'a aucun sens, c'était par poutinisme ultra, c'est tout. Il essaie de cacher ça, mais c'est n'importe quoi. Conseillé par notamment Caroline Galacteros. Donc là aussi, c'est un faux mea culpa qui cache, d'après moi, ses véritables intentions. Et on peut d'ailleurs ajouter que son retournement de veste anti-Poutine n'est pas plus sincère que celui de Marine Le Pen ou de Mélenchon, voire de Macron. Moi, je ne suis pas dupe, et je ne m'acharne pas sur Zemmour en particulier. Il a été le bouc émissaire de cette campagne, mais il a permis de faire oublier, on y vient d'ailleurs juste après, il a permis de faire oublier la même hypocrisie des autres candidats. Ils sont tous pro-russes et pro-Parti communiste chinois. C'est hallucinant. Alors, autre extrait, la première mesure que prit Zelensky lorsqu'il arriva au pouvoir fut de supprimer la liberté de parler la langue russe dans l'espace public. Donc, il accable encore Zelensky, vous voyez, le gars, enfin, je sais pas. Et l'armée ukrainienne ne cessa depuis lors de bombarder l'est du pays, la région du Donbass en particulier, au nom de la lutte contre les séparatistes. Donc, moi, j'ai publié un livre d'un journaliste russe, enfin, un journaliste français travaillant pour les Russes, RIA Novosti, qui s'appelle Laurent Braillard, donc, qui dénonçait les crimes des nazis dans le Donbass. Donc, je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Au contraire, ça montre mon ouverture d'esprit. Mais de là à généraliser et à faire de Zelensky le coupable dans l'histoire, qui est arrivé après, 2015, quand j'ai publié le livre, c'est de la folie. C'est une vision unilatérale du problème du Donbass, qui omet quasiment totalement la responsabilité pourtant écrasante de la Russie, qui n'a cessé, depuis Staline, d'envoyer des communistes russophones dans le Donbass pour procéder au grand remplacement de la population ukrainienne là-bas. Ah, mais ce grand remplacement-là, ça n'intéresse pas Zemmour. Donc, imaginez si une puissance étrangère envoyait en Corse, par exemple, des gens qui poussaient les Corses à faire sécession de la France, Zemmour, il serait le premier à réprimer ces mouvements sécessionnistes s'il était au pouvoir, ou à demander leur répression. Et donc, il est ni cohérent, ni honnête sur le Donbass. Mais ça permet juste de le confirmer, on le savait.
Ensuite, autre extrait, séparatiste que de son côté, Vladimir Poutine qualifiait de minorité nationale russe qu'il était de son devoir de protéger. L'impasse était totale. Donc, à propos du Donbass, il reproche rien à Poutine, rien du tout. Ce discours-là est ridicule de Poutine. Ça voudrait dire que, ah bah voilà, en Wallonie, il y a des gens qui parlent français, alors on peut aller les coloniser, les mecs. On peut aller prendre leur pays. La Wallonie, c'est à la France, vous êtes d'accord? En Suisse aussi, il y a la Suisse, le Valais, ben voilà, on va prendre le Valais et Genève et tout ça, c'est à nous en fait, parce que ça parle français là-bas, vous comprenez? Non mais c'est du délire, et Zemmour cautionne ça. Bon, ben, je sais pas. Ensuite, bon, il reprend le discours des pro-russes sur l'historique qui aurait mené à la guerre. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous renvoie à son bouquin. Mais je note qu'il met tout sur le dos des Américains, une fois de plus, et rien sur celui des Russes. On a du mal à croire à une telle partialité, un an après le début de la guerre. Et en tout cas, les gens qui soutiennent Zemmour, comme Daniel Conversano, savent à quoi s'en tenir. Il est pro-russe et il n'a changé en rien. Il reconnaît ni le référendum de 91, ni le mémorandum de Budapest de 94, qui engage pourtant la France à défendre les frontières ukrainiennes, faut-il le rappeler, parce qu'on n'est pas signataire direct du mémorandum de Budapest, mais on l'a rejoint ensuite. Et donc, ce mémorandum, je vous rappelle, en échange de toutes les armes nucléaires de l'Ukraine à la Russie, les puissances qui ont signé ou qui ont rejoint, comme la France, ce mémorandum, garantissent les frontières de l'Ukraine. Ben, aujourd'hui, on garantit que dalle, en fait. On les a laissés se faire envahir, et on donne des armes au compte-gouttes, et on dit qu'il ne faut pas humilier Poutine. Bon, ben voilà l'état de la France, et ça, Zemmour, il est d'accord, en fait, avec la politique menée par Macron. Alors, autre extrait, la Russie de 2022 vivait encore dans le mythe d'une grande Russie à laquelle l'Ukraine appartiendrait. Elle se souvenait que Kiev fut le berceau de sa civilisation et que pour Solzhenitsyn, Russes et Ukrainiens formaient une même nation, un même peuple. C'est pourquoi Poutine refuse de parler d'une guerre d'invasion, pour ce qu'il voit comme une tentative de préserver le modèle russe de l'influence occidentale. Mais il a sous-estimé le sentiment national et occidental de son voisin, et donc sa vigueur au combat. Bon, moi je suis désolé, quand je lis ça, je lis « Oh, le pauvre petit Poutine, il a sous-estimé je sais pas quoi ». Je ne lis pas ce dictateur qui veut reconstituer l'URSS, je ne lis pas ce tyran qui muselle son peuple et organise une mobilisation de force pour annexer de force des territoires appartenant à un pays souverain. Je lis rien de tout ça. Je lis rien de tout ce qu'un souverainiste digne de ce nom devrait, en théorie, dire. Voilà. Mais je lis effectivement tout ce que les souverainistes français disent. Ça, oui. Mais ce sont des souverainistes sino-russes, comme je l'ai déjà dit, en fait. Parce que leur idéologie est plus puissante que leur étiquette. Voilà. C'est pas parce qu'on s'appelle souverainiste qu'on l'est, c'est pas parce qu'on se dit honnête qu'on l'est. Hein. Voilà. Méfiez-vous d'ailleurs des gens qui se disent honnêtes, c'est souvent qu'ils ne le sont pas. Alors les Russes, autre extrait, qu'ils soient communistes ou pas, n'ont jamais réussi à se départir, surtout avec leurs voisins, de leur autoritarisme rogue et de leur sentiment de supériorité. Voilà. Alors là, pour une fois une critique, alors autoritarisme rogue, c'est pas grand-chose, je sais pas, personne déjà connaît ce mot rogue, moi j'ai été obligé de le lire dans le Trésor informatisé de la langue française. Et c'est d'ailleurs la critique que formule Conversano à l'égard du livre de Zemmour, alors qu'il est pro-Zemmour. Hein. Il dit qu'il devrait s'exprimer dans un langage que tout le monde peut comprendre. Et je peux que d'accord avec lui. Franchement, rogue, alors j'ai été chercher, donc ça signifie qu'il manifeste envers autrui de la morgue, du dédain, du mépris. Il ne peut pas dire autoritarisme méprisant, c'est non, rogue. Donc ça fait penser à quoi aux gens qui baignent dans la culture occidentale actuelle, ça fait penser à Star Wars, là, je sais pas quoi. Moi, je suis pas pro Star Wars, mais enfin voilà, ça m'a fait penser à ça, donc c'est n'importe quoi. Et donc, bon, ça c'est un peu du détail, mais ce qu'on peut dire, c'est que Zemmour est fasciné par Poutine et son autoritarisme rogue, justement, en fait, et par leur sentiment de supériorité. C'est un peu comme quand De Gaulle reprochait aux Israéliens d'être un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. C'est en tout cas comme ça qu'il avait répondu pour se défendre des accusations d'antisémitisme portées notamment par Raymond Aron contre lui. Donc c'est la fascination mêlée au dégoût qu'on connaît bien chez les antisémites pour les juifs, qu'on retrouve ici chez Zemmour. Il sait que Poutine tue ses opposants politiques, que c'est un tyran de la pire espèce, qui méprise son peuple, qui méprise les élections, les libertés, mais il se rêve encore en Poutine français, Zemmour. Ce qu'il avait d'ailleurs déclaré, il faut un Poutine français. Donc, comme Soral d'ailleurs, et alors Soral, je le disais tout à l'heure, lui, il continue à le dire, c'est son intérêt. Ils se répartissent les rôles dans l'opposition contrôlée. Mais en fait, si on lit bien le livre de Zemmour, on peut aussi le comprendre. Et ce chapitre n'est en rien une condamnation sans embâche de la politique terroriste et totalitaire de Poutine, qui tue des milliers de civils, voire des dizaines de milliers, qui crée des millions de réfugiés ukrainiens pendant un an, vous vous rendez compte, et ça va continuer, sans parler des dégâts gigantesques. D'ailleurs, les mots terroristes et totalitaires n'apparaissent pas accolés à Poutine dans le livre de Zemmour, hein, jamais.
Alors, autre extrait, à l'inverse, c'est le génie de l'Empire américain et de son fameux soft power. Il est aimable et les peuples l'aiment. C'est même plus largement la force du modèle occidental. On dirait presque que Zemmour le regrette. C'est assez incroyable, ça. Parce que Zemmour, en fait, est un anti-occidental, rabique. Il vomit l'Occident, comme tous les souverainistes pro-russes. Et ensuite, il fait une analyse économique du conflit qui est assez faible, donc ça, je passe. Autre extrait, cette guerre d'Ukraine est donc décisive pour l'Occident, comme pour la Russie. Il y a désormais deux scénarios qui se présentent. Soit Poutine gagne la guerre, il a le choix entre contraindre l'Ukraine à la neutralité ou carrément annexer un pays qui ne le souhaite aucunement, soit il perd le conflit qu'il a déclenché et l'Ukraine en sort renforcée comme nation libre et souveraine, tandis que la puissance régionale de la Russie, brisée, n'a plus d'autre choix que de supporter la présence des États-Unis à ses portes. Cela signifierait aussi, probablement, la fin de l'ère Poutine. Alors jusqu'où ce dernier sera-t-il prêt à aller pour empêcher ce deuxième scénario? Jusqu'à la guerre atomique, jusqu'aux armes chimiques, jusqu'à la guerre mondiale? À Dieu ne plaise que nous trouvions une porte de sortie honorable pour chacun des deux belligérants avant cette issue chaotique. Donc, je sais pas, Zemmour n'a toujours pas compris qu'on est en Troisième Guerre mondiale depuis l'attaque biologique de la Chine en 2020 et que le conflit en Ukraine n'est que le premier conflit militaire de cette guerre mondiale. Moi, j'ai même parlé de la bataille de la bataille Amérique, la bataille de l'Amérique, pardon, avec Biden, qui a été placé là dans des conditions vraiment très, très troubles. Donc, il n'a pas un mot sur la Chine dans quasiment tout son bouquin, qui aide pourtant, et notamment dans ce chapitre, Chine qui aide pourtant à bout de bras la Russie, hein, et on sait pourquoi. Il n'en parle pas. C'est parce qu'il est conseillé par Caroline Galacteros, cette ultra pro-russe là et pro-parti communiste chinois dont je parlais tout à l'heure, qui était encore il y a peu au dialogue franco-russe. Donc Zemmour est totalement soumis aux sino-russes, raison pour laquelle il dénonce jamais la Chine, ni l'attaque biologique, ni TikTok, il est même dessus, comme Macron, voilà, c'est tout un symbole. Et moi, j'en avais parlé avec lui avant la campagne, parce qu'on échangeait. Là, je ne lui parle plus, parce que c'est même plus intéressant. Mais il avait un boulevard. En critiquant le Parti communiste chinois, tous les sondages qui étaient sortis après l'attaque biologique, justement, les gens ne sont pas cons. On a voulu leur faire croire que c'était complotiste, etc., mais ils avaient bien vu d'où ça sortait, cette attaque. C'était une attaque, ça venait d'un labo, etc. Non, vous êtes complotiste. Et c'était d'ailleurs plutôt des sympathisants RN qui pensaient ça. Et donc, les Rudi Reichstadt ils n'ont pas arrêté de dire non, c'est des complotistes, etc. Et c'était faux. Donc, je pense que c'était ce que il m'avait dit, oui, je vais le faire. J'ai un boulevard. Il l'avait dit. Et puis après, il y a les financiers qui rentrent dans la danse, hein, et qui sont souvent les mêmes que Macron, que ceux de Macron dans le cas de Zemmour, notamment une grande personnalité dans l'assurance, dont j'ai oublié le nom, peu importe. C'est ce que le Canard enchaîné avait révélé. Et donc, ces gens-là, ils ont dit non, t'es du côté sino-russe, mon gars. Et donc, ils ont empêché Zemmour de dire, même si le peu qu'il pensait de mal de la Chine, il n'en a jamais dit une fois du mal. Et donc, ils ont rendu le peuple français orphelin de cette critique pendant la campagne présidentielle, tout comme il l'est depuis le début de l'attaque biologique, hein, puisque je suis le seul à tenir ce rôle aujourd'hui et qu'aucun média ne me permet de le faire savoir aux Français. Sans vouloir me comparer, je suis sur Internet comme De Gaulle était sur la BBC, quoi, voilà, c'est tout. Je suis même un peu plus connu que De Gaulle l'était en 40, en début 40. Hein. Bon, mais j'ai pas la légitimité qui m'est donnée par le chef d'un État comme l'Angleterre avec Churchill, ça c'est sûr. Ça faciliterait beaucoup les choses. Mais bon, aujourd'hui, l'Angleterre, c'est pas ce que c'est plus ce que c'était. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'Angleterre que je viens de faire d'ailleurs. Alors, autre extrait, le paradoxe est que ma position n'est pas fondamentalement différente de la politique d'Emmanuel Macron. Ben oui, on s'en était rendu compte. Mais je l'ai dit, il était difficile, voire impossible, de développer une telle vision historique et géopolitique dans le climat d'hystérie qui régnait en mars 2022. Voilà, donc ça confirme ce que je dis. La politique internationale détermine la politique nationale, et le positionnement politique international détermine le positionnement en politique nationale. Zemmour est un Macron bis, entré en politique comme opposition contrôlée pour faire croire qu'on est encore en démocratie, comme Zemmour ne cesse de le dire et de le répéter, car c'est en le faisant croire qu'il a fait sa fortune de journaliste. Et non, les médias ne sont pas libres, ce sont des pravdas qui ne divergent que sur quelques points de détail, mais ils se réunissent tous chaque année au dîner annuel de l'humanité. Voilà. C'est pas un hasard. Et donc Zemmour, quand il était au Figaro avec Natacha Polony notamment, il était censé incarner la droite, alors que les deux sont pro-russes, pro-parti communiste chinois, marxistes, décroissants même pour Natacha Polony. Donc Desk Russie, le site anti-Poutine Desk Russie, très bon site, vient de faire un portrait salé sur Polony, je vous y renvoie, c'est très intéressant.
Et donc, j'ajouterais que la 4e République donc, était pro-occidentale, la 5e est pro-sino-russe et tiers-mondiste. Il n'y a aucune exception parmi les partis politiques français actuels. Même les plus petits, l'UPR d'Asselineau, Solidarité, Progrès de Cheminade, ils sont tous pro-russes et pro-parti communiste chinois. D'ailleurs, les deux derniers là, que je viens de citer sont les plus pro-russes et pro-parti communiste chinois. Et Reconquête aussi, voilà. Bien que Zemmour fasse beaucoup d'efforts pour faire illusion. Mais je suis désolé, là, quand on lit son bouquin, ça saute aux yeux. C'est pour ça que je voulais le lire aussi, je voulais m'assurer qu'il y avait quelque chose derrière son discours. Voilà ce qu'il y a. Autre extrait, pendant ce temps-là, les deux autres candidats qui étaient accusés au même titre que moi, voire plus, par mes contempteurs de position poutinienne, à savoir Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, n'en souffrirent aucunement. Splendeur et misère de la sociologie électorale, les soutiens populaires de Marine Le Pen ne lui reprochèrent aucunement son prêt russe et sa photographie avec le président Poutine. En fait, c'était un prêt chez Orban. Mais oui, effectivement, il y avait un prêt russe au début. Ils s'intéressèrent plutôt aux conséquences de cette guerre sur leur pouvoir d'achat. Quant à la gauche de Mélenchon, anti-américaine, elle ne souhaita pas se ranger derrière les partisans français de l'OTAN. Donc, c'est vrai que Zemmour a été le bouc émissaire de cette histoire, et il en suffit d'un pour faire oublier les autres. Alors, pourquoi lui il ne le dit pas, il n'essaye pas de le comprendre ni de l'expliquer, c'est dommage. Moi, je pense que son discours à la Jean-Marie Le Pen des années 90 plaît moins aux médias que celui de sa fille ou de la fille de Le Pen, ou de Mélenchon, qui sont plus modérés. Voilà. Du coup, après l'avoir propulsé en tête des sondages fin 2021, début 2022, les médias l'ont fait chuter, selon le théorème médiatique bien connu, lécher, lâcher, lyncher. Il est devenu bien commode pour cacher les compromissions des autres candidats avec Poutine, notamment Macron. Alors, autre extrait, le cas de Valérie Pécresse prouve encore, s'il en était besoin, que ce ne sont pas les opinions sur ce conflit qui ont eu un effet sur les sondages. Pécresse fut la bonne élève de cette crise, pro-OTAN, pro-américaine, young leader, prête à qualifier soudainement Poutine de dictateur, de tyran, de Hitler, de tout ce qu'il fallait. Donc, Pécresse n'est pas pro-OTAN ni pro-américaine. Elle est membre du Paris-Shanghai Club, donc c'est l'autre côté, Zemmour, c'est moi qui l'ai révélé. En plus, il reconnaît lui-même dans son livre, je ne vous ai pas lu l'extrait, mais c'est plutôt qu'elle a été candidate LR grâce à des centaines d'électeurs chinois. Ça, c'est ce qu'avait révélé Mediapart, donc ça, c'est pas les Américains. Donc, on touche ici vraiment à la dissonance cognitive de Zemmour, qui se dit proche de LR, mais LR, c'est le parti le plus anti-américain et le plus pro-sino-russe. C'était le parti qu'incarnait Fillon en 2017, soutenu par Raffarin. Donc Raffarin, ensuite, il est parti chez Macron. Mais LR reste LR. C'est le seul parti français à avoir signé cet accord avec le Parti communiste chinois en 2019. C'était Xavier Bertrand. Ils ne l'ont jamais renié. Et Bertrand était candidat malheureux à la candidature de LR face à Pécresse. Donc c'est pas quelqu'un qui était mis de côté à cause de ça. C'est le parti de Raffarin et de Fillon, c'est le parti de Sarkozy, de Lelouch, de Guénaud, tous des pro-russes et pro-parti communiste chinois ultra. Sarkozy était invité d'honneur au Chinese Business Club encore en 2022. Et donc, voilà, ça c'est dissonance cognitive. Zemmour, il cache tout ça, il en fait diversion, en désignant, comme d'habitude, les salauds d'Américains, les enfoirés de l'OTAN. Donc c'est une diversion minable, digne d'un Philippot ou d'un Asselineau. Franchement, c'est nul, quoi. Alors, autre extrait, la guerre en Ukraine avait effacé l'élection présidentielle française, qui est pourtant la clé de voûte de notre démocratie et de notre destin national. Donc là, je n'ai pas compris, formulation très bizarre de la part de Zemmour, quelqu'un qui connaît et qui comprend la politique comme Zemmour, sait pertinemment que la politique internationale dicte la politique nationale, comme je disais. Et donc, c'est une excellente chose que cette guerre ait ramené les discussions de la présidentielle autour des vraies questions, pas ce dont on parle d'habitude, des politiques nationales, voire régionales. Là, c'était les vraies questions, la vie ou la mort de la nation, quelle est son identité fondamentale, qui n'est pas seulement une identité raciale, comme veut le faire croire Zemmour, mais et surtout une identité culturelle, économique, scientifique, technologique, etc. En d'autres termes, est-ce que la France est occidentale ou tiers-mondiste? Voilà. Donc c'est la question centrale qui a été posée pendant la présidentielle à partir de l'invasion de l'Ukraine. Et ça a mis à plat les plans de Zemmour pour limiter la question à la question de l'identité raciale, ce qu'il voulait lui, le grand remplacement, les Noirs et les Arabes qui nous envahissent. Donc il aurait pu se saisir de cette opportunité pour élargir la question de l'identité de la France, mais il est resté arc-bouté à la question identitaire pure, lançant dans la dernière ligne droite, je commence à fatiguer, le ministère de la remigration. Voilà, c'est une idée aussi stupide que malvenue, franchement. On a vu là, en fait, d'après moi, qui serait un très mauvais président, incapable de s'adapter à des circonstances qui changent en permanence dans le monde et en France. Donc, tout comme Mélenchon, Marine Le Pen et Macron, ça, on est bien d'accord, qui en sont restés à leur terme de prédilection eux aussi, thème d'avant-guerre, preuve qu'aucun d'entre eux n'est en réalité compétent pour diriger la France. Zemmour, pas plus que les autres.
Alors, autre extrême, et ce conflit entre Russes et Ukrainiens s'avéra aussi une aubaine idéologique pour les commentateurs. Elle montrait l'existence d'un affrontement au sein d'une même civilisation, entre frères slaves et orthodoxes. Elle tordait le cou à la thèse de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, bien que le grand penseur américain ait justement évoqué dans son livre un possible conflit entre Russes, dépositaires de la civilisation orthodoxe, et une partie du corps ukrainien tenté depuis un siècle et son rapprochement avec l'empire des Habsbourg de rejoindre la famille occidentale. Alors, c'est sûr que le discours de Zemmour sur le clivage entre blancs et non-blancs, là, a été complètement détruit par cette guerre qui oppose des blancs à d'autres blancs. Hein. Globalement, c'est vrai qu'il y a pas mal de musulmans en Russie, mais bon, globalement, c'est des blancs qui combattent des blancs. Quant à Huntington, il a surtout analysé correctement le rapprochement entre le monde chinois et le monde islamique. Et donc Zemmour aurait pu en parler, mais comme il est en fait du côté islamo-chinois, hein, puisqu'il est du côté russe, lui, le prétendu anti-islam, eh ben, il n'en parle pas. Voilà. Donc c'est vraiment l'échec total de sa politique, d'après moi, bourré de contradictions, de dissonances cognitives. Ça se casse la gueule à la première occasion, et c'est ce qu'on a vu. Ça sautait aux yeux quand on a regardé cette campagne. Autre extrait, cette guerre de civilisation dont j'avais fait mon substrat intellectuel afin d'éclairer les Français sur la conquête par l'islam d'une terre chrétienne comme la leur, était occultée par une autre guerre, un autre affrontement, une autre lutte inexpiable, qui avait l'heure de plaire bien davantage à nos intellectuels bien pensants, une guerre qui opposait les démocraties libérales et les régimes tyranniques. Ouais, mais ils ont eu raison et t'as eu tort, c'est tout. C'est vraiment cette guerre aujourd'hui des démocraties libérales ou qui tendent à le devenir ou à le rester, et les régimes tyranniques, qui soient islamiques ou russo-chinois, communistes. Et toi, Zemmour, tu es du côté de l'islam, comme je l'ai déjà dit, allié des sino-russes, et tu as du mal à le cacher, mais les esprits les plus intelligents l'auront compris, à tes dépens. Voilà, assume, je veux dire, au bout d'un moment. Moi, j'en ai discuté plein de fois avec lui en privé, avant cette campagne, et depuis longtemps, hein, moi je le côtoie depuis 2006, Zemmour. Voilà, il y a eu pas mal de bas et quelques hauts, mais c'était surtout des bas. Et à chaque fois, il me disait, non, mais la morale en politique, ça n'a aucune... Surtout en politique internationale, on s'en fout. Ah, ben voilà, assume maintenant. Autre extrait, les médias m'avaient reproché d'invoquer le passé mythifié d'une France des années 60, mais eux-mêmes revenaient à la même période avec leur nostalgie manifeste du manichéisme de la guerre froide, encore ce vocabulaire du Parti communiste chinois, c'est hallucinant. Ils m'avaient accusé d'agiter les peurs du grand remplacement et de la menace identitaire pour servir mon discours politique, mais ils n'hésitèrent pas à faire tonner le canon d'une crainte plus grande encore, en tout cas qui paraissait plus imminente, celle de l'ogre russe et de l'apocalypse nucléaire. Leur peur fit plus peur que la mienne. De cette guerre des peurs, Macron sortit vainqueur et je sortis vaincu. Voilà. Donc, moi je dirais, tel est pris qu'il croyait prendre. Se servir de la peur peut servir, mais peut aussi se retourner contre soi quand on trouve plus grande peur que la sienne. Donc, Zemmour est vaincu, mais contrairement à De Gaulle, il ne tire pas à sa révérence. Il continue à s'enfoncer, notamment avec ce livre, d'après moi. Il ne tire pas les bonnes leçons de cette défaite en race campagne, tout comme il a continué de s'enfoncer en se présentant aux élections législatives après les présidentielles et en perdant lamentablement. Donc ce mec maintenant pue la loose, c'est comme Soral en fait. Il l'incarne encore mieux que Marine Le Pen au lendemain du débat entre les deux tours avec Macron en 2017, ce qui a été suffisamment commenté. Il y a plein de gens qui s'étaient dit moi, faut plus me parler de Marine Le Pen, là, maintenant elle s'est humiliée à vie. Ben là, c'est pareil avec Zemmour, pourtant vous avez encore des zemmouristes qui disent, bon, alors il commence à être bon, erarum humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais la persévérance dans l'erreur est diabolique. La plupart des leaders politiques qu'il avait rejoints pendant la campagne l'ont déjà quitté, de Jacqueline Moreau, bon, qui n'était pas grand-chose, mais quand même, symboliquement, les Gilets jaunes. Mais vous avez Jérôme Rivière, Gilbert Collard, quand même, ce sont des poids lourds. Donc je ne sais pas où ça en est. En tout cas, j'ai vu Gilbert Collard recevoir Jérôme Rivière pour son livre dans lequel il tape sur Zemmour et il dit ah, c'est n'importe quoi. Et Gilbert Collard a dit moi aussi j'étais très déçu. Donc je ne sais pas si pour autant il a quitté Reconquête. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de déçus parmi la tête, des gens qui peut-être auraient préféré rester au RN, certains en tout cas. Et même les médias qu'il avait soutenus ont failli couler pour certains, comme Valeurs Actuelles. D'autres, comme CNews, ont pris leur distance. Parce que c'est un loser, voilà, et qu'il crée beaucoup d'audience, maintenant il en crée beaucoup moins, et que les gens en ont marre de son obsession, là, parce que, ok, on a le droit de parler de l'islam, de l'immigration, du grand remplacement, mais s'ils ne parlent que de ça tout le temps, les gens, ça les saoule, c'est normal. Donc, qui retourne à ses commentaires journalistiques, au moins là, il avait du succès, c'est le meilleur conseil que je pourrais lui donner. Voilà mon analyse de ce chapitre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur et la Nouvelle France libre. Au revoir.